il n'y aura pas de retour aux lignes d'armistice de 1949. Par conséquent, si les Palestiniens et les gouvernements qui les soutiennent à travers le monde continuent d'insister sur cette chimère, eh bien, il n'y aura tout simplement pas de négociation et de solution. Nous sommes avec Judaïk FM. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Emmanuel Navon. Emmanuel Navon, bonjour. Bonjour. Emmanuel Navon, vous êtes politologue et professeur en sciences politiques à l'université de Tel Aviv. Alors, Emmanuel Navon, qu'est-ce qui, selon vous, pose le plus de problèmes à Binyamin Netanyahou dans ce plan d'annexion ? Il y a d'abord l'opposition, bien entendu, des pays européens. Il y a également la réticence de son principal partenaire coalitionnel, qui est le Parti bleu et blanc. Il y a également l'opposition à sa droite, qui vient du parti Yemina, qui n'est pas dans la coalition, mais également d'une majorité des dirigeants des implantations, qui s'opposent à cette annexion puisque elle est concomitante à l'acceptation d'un État palestinien. Donc il y a de nombreuses oppositions, et puis il y a également les remarques que font l'armée, les chefs de l'armée qui sur le terrain parlent d'un risque de dégradation de la situation sécuritaire. Donc il y a beaucoup de raisons pour Netanyahou de pour l'instant repousser une telle décision. C'est d'ailleurs ce qu'il a indiqué hier. Il a indiqué hier que de toute façon rien ne se passera le 1er juillet, à savoir demain, et que pour l'instant les choses prendront du temps si elles ont lieu. Et nous avons retrouvé nos confrères du studio Kalita de Jérusalem qui sont donc avec nous pour poser des questions à Emmanuel Navon, politologue et professeur en sciences politiques à l'université de Tel Aviv. Cathy Choukroun, vous êtes là ? Mais je suis là, je vous entends. Et donc justement, Emmanuel Navon, on a vu ce matin dans la presse que Ben Dror Yemini a affirmé que pour lui, ce projet était la fin d'un rêve ou du rêve sioniste. Est-ce que ça vous inspire des réflexions ? Ou est-ce que pour vous, c'est un peu exagéré ? C'est très exagéré. J'ai beaucoup de respect et d'amitié pour Ben Dror Yemini, mais je pense que cette déclaration est plus qu'exagérée. Elle est tout simplement déraisonnable, dans la mesure où je ne vois pas comment appliquer le droit israélien à quelques communautés au-delà de la ligne verte sera la fin du rêve sioniste. C'est complètement ridicule. Personne ne parle d'annexer, personne ne parle d'annexer tous les territoires de Judée-Samarie avec leur population arabe de plus de 2 millions d'habitants dans les zones A et B. Si c'était de cela dont il s'agissait, à la limite, je pourrais comprendre la remarque de Ben Dror Yemini dans la mesure où une telle annexion totale avec le don de la citoyenneté à tous les habitants arabes de Judée-Samarie, effectivement, mettrait fin à la majorité démographique juive dans l'État d'Israël. Mais ce n'est pas du tout de ce dont nous parlons. Le plan Trump prévoit au maximum une annexion de 30%, je dis bien au maximum, des territoires de Judée-Samarie dans la zone C qui est quasiment pas peuplée de population arabe. Et donc mettons les choses en proportion. Sur ce sujet, comme tout autre sujet, chacun a droit à ses propres opinions, mais pas à ses propres faits. Emmanuel Navon, vous avez expliqué donc grosso modo sur quel territoire pourrait porter ce plan d'annexion. Mais dans ce cas-là, si ce plan d'annexion intervient, les Palestiniens qui ne font pas partie de l'État d'Israël et qui sont quand même là, qu'est-ce qu'on en ferait ? La réponse est très claire. De la même manière qu'il y a au sein de l'État d'Israël aujourd'hui une minorité arabe d'à peu près 20% de 2 millions d'habitants, pas seulement arabes, mais également des Druzes dans le plateau du Golan, des Bédouins dans le Negev, etc. Ils sont citoyens à part entière, représentés à la Knesset, à la Cour suprême et dans la haute fonction publique. Donc les quelques centaines ou les quelques milliers de résidents arabes de la zone C, dans la vallée, en particulier dans la vallée du Jourdain, qui viendraient à se retrouver sous territoire souverain israélien, encore une fois, au cas où une telle procédure serait mise en place, qui n'est pas, semble-t-il, ne sera pas le cas, mais ce serait, si une telle procédure était mise en place, eh bien, elle deviendrait un citoyen à part entière de l'État d'Israël, comme le reste des citoyens arabes de l'État d'Israël aujourd'hui.
Certains à droite, Emmanuel Navon, pensent que abandonner le statu quo a été une erreur une erreur stratégique pour Benyamin Netanyahou. Vous en pensez quoi? C'était l'opinion de Benyamin Netanyahou lui-même pendant ces 14 années à la tête du gouvernement. Je vous rappelle que il a été Premier ministre en tout et pour tout pendant 14 ans à l'heure actuelle. Et pendant toutes ces années, lorsque certains à droite le poussaient à une annexion, voire partielle, sa réponse était toujours de dire en quoi ai-je besoin de ce mal de tête, puisque nous construisons sur le terrain et que si nous changeons le statut légal des territoires, nous nous attirerons l'attention de la communauté internationale, donc aucun besoin de ce mal de tête. Je ne pense pas que son avis ait changé. Simplement, il y a eu les élections au mois de mars, et puis avant les élections, il y a eu le plan Trump, et cela faisait partie de la campagne électorale d'annoncer une annexion de la vallée du Jourdain. Mais ça, c'était avant les élections. Aujourd'hui, nous sommes après les élections. Et comme vous le savez, les hommes politiques avant et après les élections ne sont pas les mêmes personnes. Je pense qu'aujourd'hui, il va noyer le poisson dans l'eau et que, tout simplement, comme il l'avait dit lui-même toutes ces années, il n'a pas besoin de ce mal de tête. Emmanuel Navon, les craintes sécuritaires dont fait part l'armée israélienne par rapport à ce plan d'annexion, est-ce qu'elles vous semblent justifiées? Je n'ai pas l'expertise des généraux de l'armée israélienne qui gèrent la situation sur le terrain, mais je sais simplement que nous avons eu dans le passé des mises en garde de l'armée sur un embrasement de la situation après, par exemple, la décision américaine de transférer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, et que souvent ces prédictions se sont avérées fausses, à savoir qu'il n'y a pas eu d'embrasement. Il y a eu certaines montées de tension ici et là, donc je pense qu'il faut à la fois prendre en compte effectivement les mises en garde de l'armée, puisqu'il s'agit de professionnels qui gèrent la situation sur le terrain, mais il faut également prendre en compte le fait que souvent dans le passé, ces mises en garde ont été exagérées, et qu'au bout du compte, l'armée est là pour conseiller, pour gérer la situation, mais ce sont aux élus de prendre des décisions. C'est le gouvernement qui est souverain. Le gouvernement doit prendre en compte effectivement les avis professionnels de l'armée et des autres corps de l'État. Et c'est au gouvernement élu au bout du compte de prendre des décisions et de rendre des comptes aux électeurs. Juste pour finir, Emmanuel Navon, les Palestiniens ont accepté de venir s'asseoir à la table des négociations, mais ils ont mis une condition, c'est qu'Israël renonce à ce projet de redéfinition de ses frontières ou d'annexion. Est-ce que vous pensez que c'est une manœuvre? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de sincère? C'est une démarche sincère? Ils veulent vraiment avancer? Si les Palestiniens posent comme condition à la négociation le fait qu'il n'y ait pas finalement de négociation, on se demande exactement où ils veulent en venir, puisqu'il est bien entendu clair que l'un des sujets centraux des négociations, c'est la délimitation des frontières. Et s'ils disent a priori qu'il n'y aura pas de délimitation de frontières et pas de changement vis-à-vis des lignes d'armistice de 49, donc on se demande exactement de quoi on va négocier. Je pense qu'il est temps de revenir de ce mythe selon lequel un accord de paix sera fondé sur les lignes d'armistice de 1949. C'est complètement irréaliste. Il n'y aura pas de retour aux lignes d'armistice de 1949 et par conséquent, si les Palestiniens et les gouvernements qui les soutiennent à travers le monde continuent d'insister sur cette chimère, eh bien, il n'y aura tout simplement pas de négociation et de solution. Cette fois-ci, vraiment, pour finir, Emmanuel Navon, promis, on a parlé de toutes les difficultés que pose ce plan d'annexion, mais est-ce qu'il y a des bénéfices, finalement, pour Israël là-dedans? Bien entendu, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui en 2020, et c'est toujours un système hybride de régime militaire qui s'applique dans des zones de peuplement. Il y a aujourd'hui près d'un demi-million d'Israéliens. Il est temps effectivement que le droit israélien s'applique pour justement la population, en tout cas israélienne, qui s'y trouve. Et puis un autre avantage que j'explique dans l'article que je publie demain dans le Figaro, et que je pense justement que l'application du droit israélien, ce qu'on appelle à tort l'annexion, ne fera qu'améliorer les chances de mettre en place une solution de deux États, puisque
un tel cadre est acceptable pour une majorité d'Israéliens, tandis que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces chimères et ces illusions que sont le retour au ligne d'armistice de 49, le partage, la division de Jérusalem et le retour des réfugiés palestiniens après 3 générations en Israël, ce sont des chimères qui n'auront jamais lieu, qui ne sont pas acceptables par les Israéliens, qu'aucun gouvernement israélien n'acceptera. En revanche, une solution de 2 États fondée sur la vision qu'avait donnée Yitzhak Rabin peu avant son assassinat en novembre 1995 et qui est reprise par le plan Trump, a beaucoup plus de chances d'être acceptée par une majorité d'Israéliens. Emmanuel Navon, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Judaïque FM et en duplex avec le studio Kalita de Jérusalem. Bonne journée à vous, merci. Bonne journée à vous deux.